Nous allons parler d'un sujet très d'actualité, toujours, la dématérialisation et l'optimisation des flux de gestion, factures, commandes. Donc nous avons 1 heure pour aborder le sujet, poser des questions aussi à nos intervenants. Et vous avez bien sûr sur l'écran là les règles, donc par SMS ou bien au 06 06 88 44 00, c'est ça. Voilà. Et puis vous avez aussi sur Twitter, donc plein de moyens. Et puis vous pouvez aussi lever le doigt, il n'y a aucun problème quand vous avez des questions et même nous interrompre, si vous êtes d'accord, nous interrompre pendant la conférence. Voilà. Hein. Donc n'hésitez pas. Alors, avant de commencer, Madame, je vous laisse vous présenter. Présenter Nathalie, présenter Esker. D'accord. Oui. Donc bonjour à tous, je suis Nathalie Chupin, je suis responsable de l'équipe de vente au sein de la société Esker. Donc je vais essayer de vous parler brièvement de notre société, vous faire comprendre ce que nous faisons. Donc en fait, on s'aperçoit que le papier aujourd'hui pénalise encore énormément les entreprises et donc Esker vous permet de dématérialiser le traitement de vos documents de gestion en s'appuyant sur sa solution logicielle qui est adaptée aux différents environnements. Alors le papier, c'est quoi dans l'entreprise ? C'est des bons de commande, des factures, sont des courriers recommandés. Pourquoi est-ce qu'on dit que le papier pénalise l'entreprise ? On estime à entre 1 et 2% du chiffre d'affaires d'une entreprise, le coût du papier à l'année au sein d'une entreprise. Ça a un poids important sur l'empreinte écologique, bien entendu. Il est plus difficile avec des documents papier de s'adapter à la législation du pays. Toutes les législations dont on va reparler peut-être un petit peu plus dans le détail. Et en plus, on manque cruellement de flexibilité. Donc vous le voyez, c'est quand même un gros frein au développement. Je vais vous donner un exemple d'un de nos clients qui s'appelle Whirlpool, qu'on connaît tous, tout du moins de nom, pour lequel on traite 500 000 commandes par an. Ils ont fait un petit calcul avec la mise en place de cette solution Esker. Ils ont pu se séparer de 12 photocopieurs, multicopieurs. Et ces 12 photocopieurs utilisaient chaque semaine 3 ramettes de papier. Donc 12 photocopieurs, 3 ramettes de papier durant 1 an. C'est 54 000 $, puisque c'est une société cotée en dollars, d'économie annuellement. Donc vous voyez bien un réel frein. Et nous, on est là pour vous permettre de vous proposer une solution pour dématérialiser ces documents de gestion. Alors Esker, qui nous sommes ? Comme le précisait Madame, nous avons 30 ans cette année. Mais nous avons surtout 15 ans d'expertise dans la dématérialisation. Nous sommes éditeurs de logiciels, société prestataire de services, bien entendu. Le siège social est à Lyon. Nous sommes implantés dans 10 pays, dont les États-Unis, plusieurs pays d'Europe, la Malaisie, l'Australie. Nous sommes 320 salariés. Sur l'année 2014, on a fait un petit peu plus de 46 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors la dématérialisation, pour nous, qu'est-ce que c'est ? C'est de la lecture, de l'écriture, de la circulation des documents au format numérique au sein d'une entreprise. D'accord ? On reviendra sur les types de flux que nous traitons. Bien entendu, cette information, elle doit être accessible où que vous soyez. Donc, on propose des solutions en mode SaaS ou sur le cloud, Software as a Services. Le SaaS, chez Esker, représente 66% de notre activité. Et bien entendu, l'objectif, c'est vraiment de réaliser des gains, que ce soit des gains de productivité, des gains financiers, une meilleure satisfaction client et une augmentation de son chiffre d'affaires. Donc vraiment toujours dans cette mouvance-là. Comment on fait ? On parlait tout à l'heure de solutions logicielles adaptées à l'environnement. Donc notre solution logicielle, elle existe aussi bien en mode licence qu'en mode SaaS. Et en effet, elle est adaptée à l'environnement. Alors quand on parle d'environnement, on parle d'environnement réglementaire, bien entendu, puisqu'en fonction du document où on va émettre le pays de destination, il va bien falloir être en conformité avec la législation. On parle d'un environnement technologique parce qu'on va être capable de maîtriser les différents flux et d'utiliser notre solution sur différentes plateformes. Un environnement géographique puisqu'on est en multilingue et on va traduire des documents ou des formulaires de validation en fonction des langues. On travaille sur beaucoup de projets à l'international, donc en fait on va développer un modèle corps, ce qu'on appelle un modèle corps dans le jargon des ERP. Et puis ensuite, ce modèle corps, on va le localiser en fonction de la langue, de l'unité monétaire, etc. On s'adapte aux différentes entreprises, que ce soit du particulier à la multinationale, en passant par la PME. Et bien entendu,
on essaye toujours de proposer des solutions innovantes. La dernière, par exemple, sur notre portail de facture client, on va permettre aujourd'hui aux clients de nos clients de payer directement en ligne leurs factures. Je vais reparler d'un petit exemple pour Whirlpool, pour garder le même client. En fait, auparavant, ils archivaient bien entendu tout papier, les commandes. Donc, je fais mon dossier papier, je mets ma commande, je mets mon bon de livraison, je mets mes différents échanges avec mes clients, je fais un joli colis, j'envoie ça sur une société d'archivage qui va archiver ça pendant 7 ans et ensuite je vais devoir faire détruire ces documents. De la même façon, le fait de dématérialiser les commandes leur a permis d'économiser 60 000 $ sur 3 ans. De plus, une bien meilleure satisfaction client, parce qu'auparavant, lorsqu'un client téléphonait pour avoir une information sur la commande, dans la majorité des cas, il ne pouvait pas répondre au tac au tac, parce que bien entendu, ils n'avaient pas tous les documents devant eux. Le fait d'avoir toutes ces archives en ligne leur permet de répondre tout de suite aux clients et bien entendu d'améliorer la satisfaction de leurs clients. Donc voilà vraiment les objectifs et qu'on peut vraiment retrouver chez nos clients suite à des implémentations Esquerre. Merci Madame pour cette présentation avec beaucoup de choses et déjà vous avez souligné les atouts, donc avec des exemples, on reparlera un peu plus tard d'autres exemples. Monsieur Mandiella, je vous laisse vous présenter Numen, ses solutions également. Voilà. Merci. Donc Jérôme Mandiella, je suis en charge des alliances pour le groupe Numen. Le groupe Numen, c'est un groupe privé familial français qui existe depuis 1968, qui pèse 73 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1038 collaborateurs, dont plus de 750 en Europe continentale. On est présent en France, mais aussi au Luxembourg, en Belgique, en Angleterre. Et aussi, nous avons un atelier au Luxembourg où nous avons 400 collaborateurs du groupe Numen depuis 1998 qui travaillent pour nous dans des offres d'offshore, notamment de vidéocodage, par exemple. Alors, nous, on est un prestataire de services, d'externalisation de services. L'idée, là, c'est d'industrialiser des processus, de mutualiser des moyens humains ou logiciels. Et on est en effet tout à fait tourné sur le document de gestion. Ça peut être un bulletin de paie, un relevé de compte, une facture, un bon de commande. Et on a quelques petites particularités dans notre ADN. Notre premier élément de notre ADN, c'est le fait qu'on travaille l'hybride. C'est-à-dire qu'en fait, on est capable de recevoir ou d'envoyer du papier. Par exemple, nous déposons jusqu'à 1 million de plis par jour à la poste pour le compte de nos clients. Mais de l'autre côté, nous dématérialisons aussi tous les jours des convocations pour Assemblée Générale pour des administrateurs de biens, des bulletins de paie pour Réunica et demain pour Ikea. Donc, aussi bien du papier que de l'électronique, avec un petit avantage pour nos clients, c'est que nous faisons ça sans rien changer à ce qu'ils ont l'habitude de produire. On part de leur spool d'impression et on gère l'aiguillage entre le papier et l'électronique. Ça, c'est le premier élément de notre ADN, l'hybride. Le deuxième, c'est qu'on traite aussi bien l'entrant que le sortant et le circulant. C'est-à-dire qu'on considère que le document qui porte des processus métiers a en fait 3 possibilités d'être travaillé dans l'organisation et que les informations qu'il porte, les enjeux de conformité qu'il porte, doivent être traités dans leur ensemble, comme un cycle de vie complet de ce document dans l'organisation. Et puis le troisième élément de notre ADN, c'est la conformité. Conformité aux enjeux de la banque, de l'assurance, de la fiscalité, on va le voir tout à l'heure sur la dématérialisation fiscale des factures, mais aussi le social avec les bulletins de paie, ou aussi le réglementaire plus classique avec les recommandés électroniques aussi. Donc voilà les 3 éléments qui font de nous un prestataire de service, un BPO, Business Process Outsourcing, parce que notre vision, c'est que le document porte des processus métiers, et aujourd'hui, notre société est organisée sur des offres verticales. On est le leader européen, par exemple, de la gestion patrimoniale au sens documents patrimoniaux. Ça peut être une bibliothèque, ça peut être des archives administratives d'une entreprise. On est spécialiste du secteur de l'immobilier, que ce soit la promotion immobilière, avec des gens comme Bouygues Immobilier, Pichet, 3IF, Foncia, des spécialistes du secteur de la santé, avec notamment des syndicats interhospitaliers comme ici, CES2IH, le MIPI, mais aussi des hôpitaux en direct comme l'hôpital Saint-Joseph. Et puis une forte spécialité aussi dans le domaine des ressources humaines et du travail temporaire,
avec des gens comme Synergie, comme le groupe Actual, comme CRIT. Et dernièrement, le gain de la société IKEA pour la dématérialisation de son dossier RH et de ses bulletins de paie. Voilà en quelques mots qui nous sommes. Merci, Monsieur Mandiela. Donc, avant de commencer dans le vif de la table ronde et de poser quelques questions de votre part, moi, j'ai une question à vous poser qui est de savoir un peu où vous en êtes en matière de maturité par rapport aux échanges et aux traitements électroniques, numériques. Alors, j'avais une question pour vous, vous levez la main. Combien d'entre vous traitent ou échangent de façon électronique, numérique, tout ou partie de leur facture? Vous pouvez lever le doigt? D'accord, très bien. Et puis, un beau marché. C'est pour ça que vous êtes là, d'ailleurs. Et puis, j'ai une autre question qui échange avec l'administration, l'État, des factures. Vous pouvez lever le doigt également parce que une, deux, donc pas trois personnes. Bon, donc on parlera pas trop de chorus et toutes ces choses-là. On pourra l'évoquer quand même. Hein. Très bien. Avant donc de passer la parole pour la table ronde, Marquès, donc nous sommes, j'ai le plaisir d'animer cette conférence et il se trouve que nous sommes un cabinet d'analystes. Nous étudions depuis 15 ans la modernisation, transformation des entreprises, des administrations avec le numérique. Et il se trouve que nous avons fait récemment une étude sur la dématérialisation de factures. Donc je voulais vous partager avec vous deux, trois slides, un petit peu de cadrage. Premier slide, c'est sur les différentes approches d'échange et de traitement des factures avec le numérique en 2015. Donc effectivement, il y a les factures fournisseurs, il y a les factures clients, hein, on les voit de part et d'autre de ce schéma. Il y a ce qu'on appelle la dématérialisation de factures papier. Bon, c'est un scan et puis ensuite ça rentre, c'est la flèche du haut qui est jaune. Donc ensuite ça rentre, soit ça va en archive papier. Il n'y a pas de preuve fiscale ni rien du tout à ce niveau-là. Ensuite, on a ce qu'on appelle également la dématérialisation simple, la facturation électronique simple. Et puis, ce qui est intéressant, c'est tout ce qui est facturation électronique au sens fiscal. On en reparlera, qui peut se faire de 3 voies. J'ai des spécialistes, hein, j'espère qu'ils ne me contrediront pas. Soit donc avec la signature électronique, soit via des échanges qui sont des échanges de données structurées, XML, EDI. Et puis, il y a une voie récente qui est arrivée, qui est la voie de la piste d'audit, donc qui est une 3e voie que l'on peut considérer. Donc il y a plein d'approches sur la façon de dématérialiser ces factures, qu'elles soient entrantes ou sortantes. Et donc c'est là toute la complexité aussi, je crois, que l'on réévoquera tout à l'heure. Sur le marché français, nous étudions la dématérialisation de factures depuis plus de 10 ans. Là, on a sorti quelques statistiques qui montrent en fait au niveau du nombre de sociétés qui ont dématérialisé, qui sont adeptes de la dématérialisation. Ça reflète un peu de ce qu'on a vu avec les mains levées. Je pense que on était peut-être un peu en dessous des 2/3, plus un gros 50%. Nous voyons que c'est une progression d'année en année, puisque sur les organisations que l'on interviewe, petit à petit, eh bien, elles se dotent de solutions, de moyens pour dématérialiser tout ou partie de leur facture B2B. Et on s'attend à ce que d'ici 2016, elles soient de l'ordre de 83% de ces organisations ayant adopté toute une solution, quelle qu'elle soit dématérialisation papier, comme on l'a vu tout à l'heure, ou dématérialisation simple, ou encore dématérialisation fiscale. Et en ce qui concerne les volumes de factures concernées, il est intéressant de voir, vous avez en 2014 en fait deux pourcentages qui montrent le pourcentage de volume moyen de factures B2B échangées par les organisations. On était en 2014 encore beaucoup en factures échangées au format papier, 55%.
En 2016, on devrait arriver à plus qu'à 23%. Et donc, c'est là où il y a la relève de toutes ces solutions proposées tant par Esker que par Numen, pour traiter ces factures au format électronique. Et on voit donc, bien sûr, en contrepartie, le flux de factures électroniques qui passe de 23% à 54%. Donc voilà comme introduction à cette table ronde. Alors moi j'ai une première question parce qu'on a parlé de dématérialisation de factures, mais il y a d'autres flux qui sont traités de façon numérique, électronique. Madame Chupin-Péresson, est-ce que vous pouvez nous dire lesquels sont le plus souvent dématérialisés, peut-être en distinguant bien ce qui est de l'entrant, ce qui est du sortant? Donc avant en effet de vous expliquer en termes de société quels sont les flux les plus dématérialisés, je voulais faire un rappel sur les objectifs de la dématérialisation. Donc ce n'est pas une étude Esker, c'est une étude de marché. Quels sont les objectifs principaux que l'on retrouve ou que les prospects nous annoncent lorsqu'ils ont justement ce projet de dématérialisation? Donc le premier en effet c'est réduire le coût et le délai de traitement des documents. Un exemple facile, vous dématérialisez vos factures fournisseurs. La grosse pain dans notre jargon, c'est le workflow de validation de ces factures. Et bien entendu, si on fait un workflow de validation manuel, je mets ça dans un paraphore, je fais tourner mes factures, ça prend énormément de temps. Le fait de dématérialiser ces factures fournisseurs, on va gagner énormément de temps, ne serait-ce que sur ce point-là. Le second, c'est améliorer la sécurité et la traçabilité, le second objectif qui revient. Donc la traçabilité, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé sur mon document du moment où ce document est né, où il est arrivé dans mon entreprise et du moment où ce document a été traité, archivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment je sécurise ce flux? Ça peut être aussi la fiabilité des données pour une facture fournisseur, c'est-à-dire est-ce que ce fournisseur m'envoie une facture? Est-ce que c'est normal que je paye cette facture? Donc on sécurise ces données et sa traçabilité. On garantit la conformité légale. Aujourd'hui, on parle beaucoup de dématérialisation des factures clients. C'est quand même assez compliqué si on facture à l'international, si on facture en France, si on facture des entreprises privées, mais aussi des entreprises publiques. Ça commence à devenir un petit peu une usine à gaz, comme on dit. Donc, il faut se mettre en conformité en fonction des clients que nous facturons, par exemple. Faciliter l'usage des clients et des usagers. C'est important d'avoir une solution qui soit simplifiée pour vos clients internes, c'est-à-dire l'ADV, mais aussi pour vos clients externes, c'est-à-dire je vais me connecter à un portail, je récupère ma facture, j'échange avec mon fournisseur, par exemple. Accroître la capacité d'innovation. Les sociétés veulent aussi avoir une certaine image auprès de leurs clients par rapport au fait qu'ils sont capables d'innover, de faire attention à l'empreinte écologique. Ça, c'est aussi un point qui revient assez régulièrement. Et bien sûr, augmenter la productivité. Une personne qui est à l'administration des ventes n'a pas beaucoup de valeur à mettre sous pli une facture, de la mettre dans l'enveloppe, de la franchir et d'apporter tous ces documents à l'accueil. Donc voilà, ça, ce sont vraiment les objectifs principaux qui reviennent. Maintenant, en termes de flux, ce qui est aujourd'hui le plus dématérialisé, donc côté fournisseur, ce sont les appels d'offres, essentiellement les factures et les documentations techniques. C'est vraiment ces trois flux qui aujourd'hui sont le plus dématérialisés côté fournisseur. Côté client, on parle plutôt de la facturation aussi client, bien entendu, les propositions commerciales ou devis, enfin tout ce qu'on englobe dans cette avant de recevoir une commande, et les mailings. Les mailings aujourd'hui qui sont quand même venus souvent du e-mailing. On est tous pollués dans nos boîtes email sur du e-mailing à outrance, mais en effet c'est un document qui a été vraiment dématérialisé. Au niveau des administrations, les marchés publics, bien entendu, tout ce qui est attestation. On fait tous peut-être aujourd'hui nos déclarations d'impôts sur le web. Il faut savoir que les administrations sont vraiment hyper moteurs sur la dématérialisation. Ils ont une grosse influence sur ce domaine-là. Donc tout ce qui est documents fiscaux, attestations, etc. Et au niveau des collaborateurs, comme vous le disiez aujourd'hui, beaucoup les bulletins de salaire. Bien entendu, en début d'année, du fait du changement de la formation, on a tous reçu notre petit courrier accompagné de notre bulletin de salaire pour nous expliquer comment ça allait se passer et comment il fallait qu'on se déclare sur le site web en conséquence. Le plan d'épargne-temps aussi. Voilà, je dirais au niveau fournisseur, client, collaborateurs et marché public, voilà aujourd'hui les documents qui sont le plus dématérialisés. Je vous laisse compléter. Oui, tout à fait. On peut en complétant parler de l'ARC aussi, de l'accusé de réception de commande. On peut parler des bons de transport. On peut parler des documents douaniers. Nous, on a le bonheur de travailler pour une société qui s'appelle Gemalto, où on s'occupe de traiter leurs commandes fournisseurs. Et donc, un des bénéfices,
évoqué tout à l'heure, c'est aussi les enjeux de complétude d'un dossier. La complétude d'un dossier client, d'un dossier fournisseur, d'un dossier salarié. Et là, on rentre dans des enjeux, pas seulement de GED, on rentre plutôt dans des enjeux d'un dossier structuré, dans un plan de classement, plutôt dans une approche d'archivage. Et pour autant qu'on ait un original électronique, puisqu'on va bien finir par y arriver, si on les dématérialise, ces flux, on va bien avoir une facture électronique originale, un appel d'offres électronique original. Ben, il faut avoir plus qu'une GED, il faut avoir un système d'archivage électronique à valeur probatoire, de sorte à pouvoir conserver l'intégrité, la datation et la traçabilité de ce qui est fait sur ces documents. Donc voilà, donc en complément, on peut retrouver l'ARC, le bon de transport, les documents douaniers. Et je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant dans les gains de la dématérialisation évoqués tout à l'heure, c'est que quand on a des structures distribuées, c'était le cas du groupe Numen par exemple, sur les 5 dernières années, on a racheté 4 sociétés, donc à force de tout cumuler, ça faisait 7 comptabilités, 7 personnes morales, des processus différents pour passer des commandes, pour payer des fournisseurs, la mise en place d'une chaîne complète de procure to pay, donc de gestion du cycle complet du fournisseur, a permis de gagner 37% de gain de temps dans ce que vous évoquiez au niveau de la circulation des documents pour approbation, a fait aussi gagner 17 jours de délai de paiement aux fournisseurs, il ne faut pas l'oublier, hein, ça marche dans les deux sens. La dématérialisation, elle doit avoir des bénéfices partagés. Et puis alors en termes de pilotage du processus, en termes de modélisation de ce processus, en termes de contrôle, c'est juste un bonheur de la vie, quoi. C'est-à-dire que maintenant on a quelque chose de complètement unifié qui permet de traiter tout ce cycle de la commande au paiement du fournisseur et de garantir la complétude et la conformité de certains achats. Je repense à Gemalto, ça va jusqu'aux documents relatifs au transport et au passage des douanes. Et très directement, là, il y a des enjeux de conformité pour les entreprises. Merci de cette précision. Je crois que je vais vous repasser le micro parce que j'ai une question qui est... il y a des modalités particulières pour justement faire ce que vous venez d'exprimer du multiflux, de la chaîne complète. Quelles sont les approches pour la mise en œuvre chez vous? Qu'est-ce que vous avez fait? La première chose qu'on fait chez nous, c'est qu'on reste humble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malheureusement, parfois... on peut, quand on a un projet de dématérialisation, on peut croire que tout va être traité par une solution technique. Et nous, on est humble, modeste, parce qu'on dit aux clients que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que tout ne sera pas en électronique. Il y aura du papier et de l'électronique. Tout ne sera pas la transposition de ce qui se passait avant dans le monde papier, que maintenant on doit pouvoir traiter une information et pas simplement un document numérique. Et donc, ça veut dire que quelque part, il y a un peu de re-engineering de process métier à faire. Et que du coup, il y a aussi de la conduite de changement à réaliser. Et c'est un petit peu ça, peut-être le bénéfice d'utiliser un prestataire comme Numen, c'est que le prestataire de service prend en charge cette difficulté. Il prend en charge la difficulté de l'hybride. Il prend en charge la difficulté de la conformité, de la réglementation fiscale, sociale. Il prend en charge la difficulté des formats hétérogènes. Je veux et de l'EDI, et du PDF signé, et du papier. Donc là, au niveau de votre organisation, le mieux, c'est de faire le choix de l'externalisation parce que c'est le prestataire qui externalise, qui prend la responsabilité d'avoir la plateforme multicanal. Donc, restez modeste, considérez que la techno n'est pas la seule réponse. Il faut aussi faire du re-engineering de process pour l'optimiser. Et il faut être capable d'utiliser une plateforme multicanal avec des engagements de service et en plus avec une évolution. Il y a un très bel appel d'offres en ce moment à la PHP qui parle de dématérialiser 1 200 000 factures. Mais ça, c'est le premier paragraphe. Donc, on est tous au taquet si on a des grosses cannes avec du personnel dans nos usines. Mais au paragraphe suivant, ils disent « Bougez pas parce que dans les années à venir avec Chorus, il y aura plus de volume. » Et donc, ce qu'il faut voir aussi, c'est que le bénéfice de l'externalisation, c'est que non seulement ça règle la difficulté de la complexité technique des différentes modalités à appliquer, ça règle aussi un deuxième enjeu qui est la gestion des crêtes. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, on a plus de factures en fin de mois et en fin de trimestre
qu'en milieu de mois. Donc il faut bien gérer des crêtes de personnel et de moyens de production. Et ça gère aussi le croisement des courbes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être encore 60% papier, mais demain, ça ne va plus être que 20%. Et à ce moment-là, toutes les entreprises qui s'équipent en propre de logiciels ou de matériel pour traiter ces enjeux de dématérialisation, non seulement elles ne traitent bien qu'un seul canal, mais en plus, elles prennent le risque de se retrouver dans une solution qui ne sera pas utilisée pleinement dans les années à venir parce que la démat et le papier vont se croiser. Voilà au niveau des modalités. Madame Chupin-Péresson, de votre côté, chez Esker, il s'agit de SaaS. Donc, vous pouvez parler un petit peu des modalités de mise en œuvre de vos solutions ? Alors, nos modalités de mise en œuvre, elles sont assez simples, puisqu'en effet, on est en modèle SaaS. Chez Esker, on va vraiment privilégier le processus par rapport à la techno. La techno, elle ne vous concerne pas, mais par contre, on doit vraiment analyser les processus avec vous. On est très pragmatique et en effet, comme vous le disiez, il faut vraiment impliquer les équipes, le fonctionnel, pour trouver une solution qui va correspondre le mieux aux attentes et aux processus métiers qui sont déjà implantés. C'est pas vous qui allez vous adapter à une solution, c'est nous qui allons nous adapter à votre métier. On développe en méthode agile, donc c'est-à-dire on veut fonctionner par incrément. On ne va pas vous faire un développement pendant des mois pour se rendre compte à la fin que finalement il y a certaines fonctionnalités qui nous intéressent peu. Donc en fait, on va partir d'un standard et puis petit à petit, on va rajouter des incréments en fonction d'un point sur lequel vous allez dire là finalement j'ai besoin qu'on automatise ce processus. Peut-être un peu différemment de ce que j'avais envisagé initialement, ou finalement je voulais automatiser ce processus, mais en voyant tourner la solution, c'est peut-être pas forcément une nécessité. Donc voilà, implication des équipes dès le début, partage des informations et bien entendu privilégier vraiment le fonctionnel par rapport à la technique. C'est le principe du SaaS, puisque derrière c'est nous qui nous occupons de maintenir bien entendu les architectures matérielles et logicielles pour votre compte, ainsi que l'archivage. Très bien, merci. Alors, avant d'aborder le volet des réglementations et de tous ce qu'on pourrait appeler les boosters de la dématérialisation, toujours chez Marques, parmi nos interviews de décideurs, nous avons posé des questions également sur quel était le contexte, quels étaient les leviers, bien sûr, de la généralisation de la facturation électronique, dans notre récente étude, dont un petit résumé d'ailleurs est disponible sur notre site web marques.com. Alors, on nous a dit des bénéfices concrets pour une relation win-win, réduction de coûts, on en a parlé, automatisation des processus comptables financiers, on vient d'en parler également, valorisation de la relation client-fournisseur, vous en avez parlé, Monsieur Mandiela. La réglementation qui incite à la facturation électronique, donc on va revenir dessus. Parmi les personnes interrogées, les décideurs, 1 sur 2 nous disent que oui, effectivement, en particulier la réglementation du 1er janvier 2013 impacte leur pratique de facturation électronique. On va revenir sur cette réglementation. Et puis qu'il y a même aussi, ça va jusqu'à une ordonnance au niveau qui oblige la facturation électronique dans le secteur public, puisque apparemment l'État attend d'avoir pratiquement 100% des factures adressées aux administrations publiques d'ici 2020. Bon. À voir, c'est un grand chantier. Donc, et puis aussi peut-être la loi Macron, il y a un élargissement aux factures interentreprises. Donc on sent qu'il y a vraiment un contexte qui est très actif en la matière. Alors je poserai la question tout d'abord à vous, Madame, en ce qui concerne les réglementations. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors sur les réglementations, en effet, on a eu ce gros changement par rapport à la facturation client, puisqu'aujourd'hui, nous ne sommes pas tenus d'envoyer une facture au format PDF avec une signature électronique, puisque ça peut être simplement une facture au format PDF, à condition d'avoir en effet cette piste d'audit fiable. Donc une facture, elle peut être envoyée au format courrier, elle peut être envoyée au format PDF non signé, elle peut être envoyée au format PDF avec une signature électronique qui va garantir de l'authenticité et de l'intégrité de votre document. Elle peut être envoyée au format EDI. Et puis, sous l'EDI, on va parler en effet des différentes plateformes pour les administrations publiques, que ce soit la France, mais que ce soit l'Italie, l'Espagne aujourd'hui. Tous les pays européens sont confrontés à cela. Donc là, c'est le premier sur la facture. Après,
Il y a des infos qu'il faut bien garder en ligne de mire, c'est par rapport à l'archivage. Hein. On parle de dématérialisation. Sur la facture sortante, c'est un petit peu plus simple. Sur la facture entrante, vous recevez une facture papier. Si elle est dématérialisée, il faut bien garder à l'esprit que l'archive légale, ça reste le document que vous avez reçu initialement. Donc, si vous souhaitez la dématérialiser, il va falloir idéalement apposer un certificat électronique qui va vous éviter potentiellement d'archiver cette facture au format papier. Après, sur tout ce qui est commande, c'est beaucoup plus simple. Hein. Les commandes n'ont pas la même législation, la même durée d'archivage, etc. Et au niveau des bulletins de salaire, je vais plutôt laisser parler M. Mandiella, dont c'est le métier, puisque Esker, on n'intervient pas du tout là-dessus. Donc, nous ne sommes pas concurrents sur ce point-là. Donc, merci. Donc, sur le bulletin de salaire, la dématérialisation aujourd'hui se fait aussi par un procédé de scellement. Donc nous, par exemple, nous proposons comme scellement la signature électronique. Et ensuite, il y a l'enjeu de la préservation de ce caractère de bulletin de paie original. Donc on le fait dans des systèmes d'archivage électronique à valeur probatoire. Et ce qu'on conseille à nos clients, c'est d'ailleurs avec beaucoup de joie de notre part ce qu'a accepté Ikea. Ikea a prépayé l'archivage dans un coffre-fort numérique pendant 30 ans à ses salariés, même si le salarié quitte l'entreprise. Autrement formulé, jusqu'à la liquidation de ma retraite, j'ai mon bulletin de paie qui est archivé de façon électronique et ça a été prépayé par mon employeur qui était Ikea à l'époque. Voilà, donc là c'est juste... Même si je vais chez le concurrent, alors. Absolument. On peut compléter, donc c'était très bien présenté cette nouvelle législation. Il faut être enthousiaste. Hein. On est en France, on est en Europe, il y a des choses qui marchent, notamment la démat. Donc moi, je veux saluer aujourd'hui ce que pousse l'Europe, parce que vraiment, c'est des vrais enjeux de facilitation de la démat. Il faut bien remarquer que dans le domaine de la facture, pour une fois, le législateur donne y compris les éléments sur le comment. Il y a beaucoup de législations qui disent il faut faire ça, mais on laisse un peu libre la personne de le faire au mieux. Alors que là, la législation est très précise, le cadre réglementaire est très précis, et donc on sait concrètement quelles sont les modalités pour rendre originale une facture, pour la transmettre et pour la conserver. Il y a un élément peut-être complémentaire qui était inclus dans ce qui a été présenté tout à l'heure, mais qu'on aime bien chez Lumen, qui s'appelle l'autofacturation. Une des possibilités qui a été offerte par le cadre réglementaire, c'est de donner un mandat à quelqu'un pour qu'il puisse établir les factures à votre place. C'était le cas chez Lumen. Si Sylvie veut que les factures de Marquès soient émises par Numen, il faut qu'elle nous donne un mandat pour le faire. Et du coup, le législateur a dit, mais après tout, pourquoi le fournisseur ne donnerait-il pas un mandat à son client ? Alors, je vais vous donner un exemple. Je suis une société de formation professionnelle et en fait, j'utilise plein de petits consultants. Je me suis payé un beau logiciel, un bel ERP pour passer mes commandes, suivre mes factures, organiser mes paiements. Mais malheureusement, je passe des belles commandes avec mon système informatique, mais le consultant indépendant, il me répond avec une facture écrite à la main dans un petit carnet manifold. Donc ça me fait perdre toute ma productivité. Qu'est-ce qu'apporte l'autofacturation ? C'est de dire aux petits fournisseurs, si tu veux, tu peux me donner le mandat pour que moi j'établisse la facture à ta place. Concrètement, je fais une commande, tu valides la commande, tu me livres, je valide ta livraison, et quand j'ai validé ta livraison, je considère que j'ai tous les éléments pour préparer ta facture. Et comme ça, c'est mon système qui prépare la facture de mon fournisseur. Je n'ai aucune ressaisie, j'ai aucune erreur, j'ai aucune action de rapprochement à faire. Voilà, et ça marche très bien quand on est une entreprise avec plein de petits moyens fournisseurs qui ne veulent pas rentrer dans la dématérialisation de factures, qui ne veulent pas faire d'EDI parce que c'est coûteux à mettre en œuvre, et c'est une façon de partager les bénéfices de la démat. Alors, on a dit qu'on ne s'étendrait pas trop sur Chorus, mais on parlait de ça quand même. Ce qui est beau dans le projet Chorus, il faut le saluer, c'est que pour une fois, l'État a pensé aux descendants et aux remontants. Concrètement, Chorus, initialement, ça n'était rien d'autre qu'un gros ERP de l'État pour pouvoir allouer les budgets de l'État aux ministères et aux collectivités territoriales. Donc, si je voulais engager des dépenses, je regardais dans Chorus, en tant que donneur d'ordre, je regardais quels étaient les budgets qui étaient alloués. Et ça permettait déjà à l'État de contrôler ses budgets et l'utilisation de ses budgets.
Et puis ensuite, on a dit, bon, bah, ça, c'est ton intention de commande, mais ce qui serait pas mal, collectivité territoriale ou ministère, c'est carrément qu'on suive réellement l'exécution de la consommation de ton budget. Donc, on voudrait saisir les factures. Et donc, dans le public, c'est une procédure un peu particulière qui sépare le donneur d'ordre, le payeur et le contrôleur. Et donc, c'est ce qu'on appelle la procédure du mandatement. La facture devient une pièce jointe d'un bordereau de mandat. Et on a commencé à dire aux collectivités, bah, saisissez vos bordereaux de mandat, les factures de vos fournisseurs dans Chorus. Comme ça, c'est Chorus qui non seulement aura envoyé le bon de commande à vos fournisseurs, mais qui en plus aura la réalité de la facturation de vos fournisseurs et donc la capacité à commencer à faire les rapprochements. Et puis là, ils vont un cran plus loin et ils disent aux entreprises, eh bien maintenant, fournisseurs du public, travaillez directement avec Chorus. C'est-à-dire que vous avez soit la possibilité de saisir dans un formulaire, c'est ce qu'on appelle de façon caricaturale du web EDI, c'est-à-dire qu'en fait, on saisit de la donnée dans un formulaire qui en fait dialogue directement avec Chorus. On n'a pas fait un système EDI soi-même, on n'a pas fait une facture PDF signée, on a ressaisi. Alors, c'est l'entreprise qui bosse, mais ça fait des économies en agent de l'État. Et ça permet à l'entreprise aussi de savoir où elle en est. Est-ce que ma facture a été reçue? Est-ce qu'elle a été prise en compte? Est-ce qu'elle est payée? Donc, vous voyez, il y a toujours ce service, une dématérialisation à bénéfice partagé. Deuxième moyen, vous êtes capable de faire un PDF signé, ben vous le déposez dans Chorus. Vous êtes capable de faire de l'EDI, eh bien vous échangez votre flux EDI avec Chorus. Donc c'est là où ça devient intéressant, c'est-à-dire qu'avant c'était un truc pour eux, puis c'est devenu un truc centralisé dans son échange avec les collectivités territoriales et les ministères, et puis maintenant ça embarque aussi les entreprises. Et ce qu'on voit dans la législation, et c'est pareil dans ce qui a été insufflé par Macron, ça a été de dire, bon, bah, avant, on a créé la possibilité de répondre à un marché public en électronique, de télédéclarer ses impôts en électronique, de recevoir des factures en électronique. Ben, maintenant qu'on a créé ces possibilités, on va regarder si la législation ne peut pas aller un cran plus loin, c'est-à-dire d'en créer carrément l'obligation, de façon à obliger toutes les entreprises à rentrer dans de la production et des échanges de factures électroniques. C'est pour ça d'ailleurs qu'avec Esker, on est très content de ce type de législation parce que ça ne fait qu'accroître le volume des échanges numériques. Et Madame Chupin-Peresson, vous avez adapté bien sûr vos solutions pour être en compliance avec Chorus. Alors on est en cours d'implémentation, oui, puisqu'il faut savoir que la deadline pour les grandes entreprises, c'est le 1er janvier 2017. Ne soyez pas tous inquiets si vous n'êtes pas prêts, vous avez encore un peu de temps. Donc on est en cours d'implémentation. On s'est attaché sur les 6 derniers mois à faire ça avec l'administration publique italienne, avec la Factura PA, et avec l'administration publique espagnole, avec la Factura qui impose les mêmes conditions que Chorus, sauf que les dates, pour l'Italie, c'est le 31 mars 2015 et pour l'Espagne, c'était fin décembre 2014. Donc on s'est vraiment attaché à mettre ça en production pour notre filiale italienne et espagnole et nos clients français qui facturent ces différents pays. Et aujourd'hui, on travaille pour être prêt avec Chorus, ce qui nous permettra, lorsqu'on récupère le flux de facturation de nos clients, de pouvoir aussi bien envoyer une facture au format courrier, qu'au format PDF signé ou pas, au format EDI, vers Chorus, éventuellement vers les autres administrations publiques des pays européens. Donc on saura en effet traiter ces différents médias de diffusion en fonction du média de préférence de votre client. Parce que sans faire un rappel sur la législation, vous ne pouvez pas déclarer d'envoyer une facture dématérialisée en B2B, j'entends, sans avoir l'accord au préalable de votre client. D'accord. Merci de ces précisions. Alors tout à l'heure, nous avons parlé de cas clients assez rapidement. Vous avez parlé de Whirlpool. Monsieur Mandela a parlé du groupe Numen, son propre cas. Moi, j'aimerais bien avoir un autre cas client. Vous voulez garder le micro, Madame Chupin-Peresson? Un autre cas client qui permette de mettre en avant les bonnes pratiques, les atouts, bien sûr, quelques métriques, si vous pouvez le présenter brièvement, pour qu'on ait le temps aussi après de laisser quelques questions à la salle. D'accord. N'hésitez pas, excusez-moi, je fais un rappel, si vous avez des questions, vous avez sur le panneau, l'écran, comment faire. Monsieur Mandiela, Madame Chupin-Peresson attendent vos questions et on a un petit outil là qui nous permet de les prendre et puis d'y répondre. Donc vraiment, n'hésitez pas, posez-les.
Alors, on a pas mal parlé de factures. Alors, je vais vous parler de commandes. D'un cas client qui s'appelle une société qui s'appelle Legwex. C'est une société qui vend de l'outillage dans tout ce qui est énergie et eau. Et c'est une société pour laquelle on a implémenté une solution de dématérialisation des commandes clients et de la facture client. Alors, le contexte initial, c'est que les Legwex gèrent à peu près 50 000 bons de commande par an. Et en fait, c'était les commerciaux sédentaires qui saisissaient ces commandes. Ça leur prenait 70% de leur temps. Donc, la saisie du commande, pas beaucoup de valeur. Hein. Ils avaient fait un devis, ils recevaient le devis qui avait été signé, ils ressaisissaient la commande. Et ce que la responsable de la qualité souhaitait, c'était que les commerciaux aient beaucoup plus de temps pour faire des devis, pour rappeler leurs clients, pour faire réellement du service client. Donc, on a implémenté cette solution de dématérialisation des bons de commande, hein, c'est-à-dire que les commandes arrivent par fax. Et oui, le fax, c'est encore un moyen de communication très, très utilisé. Donc, la majorité des commandes arrivent par fax. Et nous, on va aller osériser ce fax, capturer des informations, créer un formulaire qui va aller à la validation ou pas du commercial sédentaire, qui est en charge de ce client, puisqu'on fait un routage, bien entendu, intelligent en fonction du numéro du fax appelant en direction de l'ADV correspondante. Donc, cette personne va valider et ensuite va pousser cette commande dans leur ERP. Donc, gain de temps, on a gagné 60% du temps dans la saisie. Okay, parce que sur ce volume de commandes, il faut imaginer qu'il y en a 20% aujourd'hui qui passent sans aucune intervention manuelle. Hein, certains clients de cette société Legwex font des modèles de commandes qui permettent vraiment d'automatiser à 100%. Ce qui est intéressant dans ce cas, c'est qu'ils ont poussé tout de suite dans la même dynamique le fait d'envoyer une facture au format dématérialisé et donc de mettre à disposition tous ces documents sur un portail pour le compte de leurs clients. Donc leurs clients vont se connecter à ce portail. Qu'est-ce qu'ils ont? Le bon de commande, le bon de livraison, les différentes factures, tout au même endroit. Il faut savoir que par rapport à cet archivage, vous aviez une personne à temps plein qui faisait des dossiers papier. Hein, qui mettait la commande, le bon de livraison, la facture, qui classait, etc. Donc cette personne, elle a été mise sur d'autres fonctions. Ce que souhaitait le directeur général de Legwex, qui est François Coutan, il anticipait une augmentation de l'activité, mais pour autant, il ne souhaitait pas embaucher. Hein. Donc c'est pour ça qu'il a anticipé, qu'il a vraiment investi dans cette solution. Donc beaucoup de gains de temps. On a de ce fait amélioré le service client. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est des indicateurs qu'on n'a pas au début et qui ne sont pas des objectifs et qui ressortent après. Le premier, j'étais chez eux il n'y a pas très longtemps pour une visite de référence, hein, parce qu'on a des prospects qui nous demandent des visites de référence, donc on est allé les voir. Donc elle a expliqué en effet comment le projet avait été géré, l'implication des équipes, un utilisateur clé au sein de l'entreprise qui fait le lien entre Esker et ses équipes techniques. Mais surtout, ce qu'elle a dit, il y a quelque chose qu'ils n'avaient pas identifié, enfin plusieurs choses. La première, c'est qu'ils ont des clients qui chaque jour leur passent plusieurs commandes. Et auparavant, en fait, ils faisaient du packing pour chacune des commandes. Et aujourd'hui, avec cet outil, ça leur permet de regrouper toutes les commandes dans un même carton et de faire des économies en termes d'expédition. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les personnes qui sont à la préparation des commandes, à la logistique, puisque les stocks sont en dessous, arrivent le matin à 7h30. Mais les commerciaux sédentaires démarrent à 8h. Et auparavant, entre 7h30 et 8h, en effet, ils buvaient le café, mais ils n'avaient pas grand-chose à préparer. Aujourd'hui, avec le fait qu'il y a 20% des commandes qui arrivent en touchless, ils arrivent le matin, ils ont déjà un petit peu de boulot. Et de ce fait, nous disait qu'il y a une sérénité au niveau de l'équipe logistique, en fait, parce que toutes les commandes qui sont reçues avant 15h doivent être expédiées le soir même. Hein. Donc, ils se prenaient un coup de chaud, en règle générale, en début d'après-midi. Et là, il y a beaucoup plus de fluidité. Donc, il y a des objectifs initiaux qui ont été atteints par rapport au gain de temps, la qualité, l'archivage, le dossier numérique, etc. Mais il y a aussi tous ces objectifs qu'au départ, on n'avait pas identifiés et qui permettent d'avoir une satisfaction et des équipes internes et des équipes externes. Et ça, on le rencontre sur tout type de projet. Pour ne pas rentrer dans le détail sur un autre projet qui est un projet de dématérialisation des factures fournisseurs, sans rentrer trop dans le détail, mais de la même façon, l'objectif, c'était de traiter beaucoup plus de factures fournisseurs. Le client, c'est la société Stacy, qui est un logisticien. Des sites complètement décentralisés, donc avec un workflow très compliqué. Il y avait une personne qui faisait la navette et qui déposait les factures, qui les récupérait, etc. Donc, vous imaginez bien sûr très facilement le temps perdu. Donc au départ, c'était j'archive mes documents, j'injecte directement l'écriture comptable dans Cegid et puis en effet, je facilite ce workflow de validation.
Donc là, objectif atteint, on a divisé par 3 les factures en attente, on a réduit 10 jours le délai de règlement auprès des fournisseurs, parce qu'en effet, c'est un échange de bons procédés, mais aussi les patrons des centres de coûts, puisqu'il y a 18 centres, tous les débuts de mois demandaient une vision précise des charges qui leur avaient été affectées. Et au préalable, la comptabilité faisait avec l'Excel, ce qu'on fait beaucoup, et elle faisait ses petits tableaux, etc. Et c'était très compliqué. Et là, lors de l'implémentation, une comptable a exprimé ce problème en disant ça va peut-être me faciliter, et ça lui a grandement facilité, elle a bien fait d'en parler, parce qu'on lui a généré un rapport qui est envoyé automatiquement à chaque patron de centre de coûts avec les charges qui lui ont été affectées le mois précédent. On a un cut-off qui est bien plus rapide et la possibilité de partager ces informations auprès des différents utilisateurs très facilement. Et ça, c'est de la même façon. C'est un objectif qui n'avait pas du tout été notifié au départ et une peine, entre guillemets, qui semblait pas forcément très importante, mais sur lesquelles il passait beaucoup de temps. Donc, c'est aussi tous les avantages de ce type de projet. Très intéressant. Monsieur Mandiella, je crois que vous, c'est un cas client qui est plus dans l'immobilier. Hein. Voilà. C'est ça, merci. Puis alors du coup, pour continuer sur la même veine, pendant que vous parliez, je cherchais aussi chez nos comptes ce que j'appelle un effet qui se coule. C'est-à-dire on a un premier effet à la dématérialisation, puis après il y a un deuxième effet qui se produit. Alors cet effet qui se coule, je l'ai particulièrement vécu chez Foncia. Alors, chez Foncia, on est dans des volumétries un peu différentes, puisqu'en l'occurrence, il s'agit de traiter par an 3 600 000 factures, qui en plus sont des factures qui étaient distribuées dans 115 cabinets et comptabilités différentes. Donc là, le premier enjeu, c'était la première demande, c'était tout simplement de gagner du temps et de fiabiliser l'extraction des données des factures fournisseurs pour l'injecter dans la comptabilité de la copropriété. Premier objectif atteint. Puisqu'aujourd'hui, chaque cabinet gagne 1h20 sur le traitement de ses factures. Elle gagne 3 photocopies fois 3 600 000 factures, c'est-à-dire plus de 10 millions de photocopies par an. Les chemises, les sous-chemises. Elle gagne quelques mètres carrés par cabinet. Ça a beaucoup intéressé Foncia parce que l'idée, c'était de regrouper des cabinets, donc il y avait un vrai problème de place. Et pareil, je peux vous dire que 1h20 sur 115 cabinets, ça fait beaucoup de gains d'ETP réaffectés au service client plutôt qu'au service fournisseur. Alors, ça c'est super. Hein. On a nous mis en place un système en plus mixte, c'est-à-dire que soit le cabinet numérise sur ses multifonctions les factures qu'elles reçoivent le matin, et en fait, de façon automatique, ils appuient sur la touche, je dis une bêtise, 7,5, et ça arrive en scan to mail directement dans le portail de Numen. On optimise l'image facture, on la transforme en full text OCR pour pouvoir faire des recherches full text, et puis on extrait les champs qui sont attendus avec des petites choses particulières comme dans tous les métiers. Dans la copropriété, on peut aussi avoir ce qu'eux appellent des factures, mais ce sont des décomptes de charges de copropriété. Ça peut être, donc du coup, c'est des factures un peu spéciales parce qu'il n'y a pas vraiment de début et de fin, il n'y a pas vraiment de montant total, il n'y a pas vraiment de TVA, hein, c'est plutôt en votre faveur ou défaveur, à votre crédit, en votre débit. Puis c'est parfois des documents qui font une vingtaine de pages. Il y a aussi d'autres factures qui les intéressent particulièrement, sont les factures de contrats de fluide. Donc ça va être tout ce qui est EDF, GDF, téléphonie, eau. Et donc là, l'idée pour eux, c'est aussi de récupérer l'information de la consommation. Donc ça, c'est des enjeux de travail à la ligne. Et même si on croit qu'EDF est le seul fournisseur d'électricité en France, en fait, il a plusieurs modèles de factures. Et puis en plus, il y a d'autres fournisseurs que lui. Donc ça crée à chaque fois des petites subtilités pour le traitement. Alors, j'en viens à mon effet qui se coule parce que tout ça, ça se déroule superbement bien. Ils ont le lendemain matin, quand ils arrivent au bureau, toutes leurs factures qui ont été scannées, les données ont été extraites. Ils ont un petit workflow pour valider par l'eau tout ce qui est injectable directement dans leur ERP. Ça représente un engagement de service chez nous de 98,5%. Et puis ils ont un petit solde avec 2 bannettes. Une bannette de ce qu'on appelle chez nous le hors périmètre, c'est-à-dire qu'a été scanné par eux ou était dans l'enveloppe quelque chose qui n'était pas une facture.
Ça pouvait être par exemple un bon de commande, mais la personne n'a pas bien lu, ou ça peut être des documents périphériques, la copie du contrat par exemple qui était liée à cette facture, et puis les factures qu'on n'a pas pu interpréter parce que en fait elles ne viennent pas du système de référentiel de commande de Foncia. Donc ils font ça en ligne et puis après c'est versé dans le système d'archivage. Au bout de 2 ans, on a dit que leur référentiel fournisseur, il n'était pas top quoi. Alors évidemment, à la direction des achats et à la DAF de Foncia, on a dit c'est normal parce qu'on n'a pas un référentiel unique, c'est nous qui faisons un agrégat, on a 115 comptabilités, on a 115 référentiels fournisseurs différents. Et d'ailleurs, on ne saurait pas reconstituer un référentiel unique. Et nous, on leur a dit, écoutez, on relève le challenge, on va faire du data mining sur ces 3 600 000 factures et on va vous ressortir des informations auxquelles que vous ne pouviez pas voir ressortir puisque vous traitiez 115 comptabilités différentes et nous maintenant on les a unifiées sous forme documentaire et alors on a pu ainsi reconstituer un référentiel de fournisseurs unique, mais on a pu aussi travailler sur les consommations, sur les types d'interventions. Quand vous prenez une intervention d'un ascensoriste, il peut venir dans le cadre du contrat, il peut vendre en plus du contrat des pièces détachées qui n'étaient pas dans le contrat. Donc il y avait bien une écriture comptable qui disait intervention sur l'ascenseur, mais on ne pouvait pas la gérer, on ne pouvait pas l'optimiser parce que ça ne suffisait pas en termes de données de gestion. Et avec le data mining, on préfère dire ça nous plutôt que big data, eh bien on a pu carrément redonner ces informations à Foncia. Et aujourd'hui, non seulement ils ont un référentiel fournisseur unifié, mais en plus ils sont en aptitude, alors que le premier sujet c'était gagner du temps sur la numérisation et l'extraction des données, ils sont en train maintenant de pouvoir rentrer dans une relation de gestion de leurs fournisseurs au niveau central. Voilà un autre exemple. Je pense que c'est parfait comme transition pour la dernière question parce que vous avez parlé d'exploitation des données qui sont issues des flux pour faire du décisionnel, pour faire du reporting, pour optimiser des relations avec des fournisseurs. Donc c'est essentiel comme tendance. Justement, Madame Chupin-Peresson, qu'est-ce que vous voyez comme tendance à 2 ans dans tout ce domaine de la dématérialisation des flux de gestion? Aujourd'hui, au niveau le décisionnel est-il une tendance chez Esker aussi ou... Le décisionnel est une tendance. Il y a beaucoup d'outils sur le marché qui permettent en effet de travailler toutes ces données. En termes de tendance, nous, ce que l'on voit beaucoup, c'est le portail collaboratif. C'est vraiment le portail collaboratif fournisseur ou client, c'est-à-dire j'échange des données. Notre patron a dit l'année dernière que son objectif, c'est de faire un Facebook de la facture. Mais les tendances, elles sont vraiment là. C'est-à-dire, j'échange mes données très simplement, je les poste, je les récupère. Donc ça, aujourd'hui, c'est vraiment une forte demande du marché. Je pense que le marché est vraiment en train de bien se structurer là-dessus. Une grosse tendance, c'est le SaaS. Je le disais en introduction, le SaaS représente au niveau d'Esker 66% de notre activité, mais en France, c'est 90%. On est vraiment moteur sur notre groupe au niveau de la France. L'internationalisation des projets aussi, puisque aujourd'hui les sociétés veulent de plus en plus mettre en place un projet sur un pays, vraiment le tester et puis ensuite le déployer très facilement sur les autres filiales afin que tout le monde ait le même outil. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir des solutions qui soient adaptables. Aujourd'hui, dans les entreprises, il y a des rachats, il y a des ventes, il y a beaucoup de mouvements. Et forcément, vous n'avez pas les mêmes logiciels de comptabilité, quelle que soit la société. Donc, il faut être capable de s'adapter à ces différents environnements, faire preuve de beaucoup d'agilité. Donc, voilà, les grosses tendances pour nous, c'est ce portail collaboratif, l'internationalisation, le SaaS, l'agilité, bien entendu. C'est ce qu'on voit le plus aujourd'hui dans les demandes de nos prospects. Du côté de Numen, Monsieur Mandiela, les tendances, que voyez-vous ? On est très proche d'Esker, bien sûr. Donc, si je voulais compléter, je dirais que, pour le dire un peu différemment sur l'adaptabilité, moi, je parlerais d'interopérabilité. Les clients ont beaucoup d'exigences maintenant sur l'interopérabilité. On se présente comme des prestataires d'externalisation. Ils sont d'accord pour que les flux passent par notre plateforme, mais parce qu'ils savent que s'il y a bien quelque chose qui ne change pas, c'est que tout change. Ils veulent pouvoir se connecter avec d'autres plateformes que la nôtre,
à l'international, mais aussi en France, sous d'autres formats. Donc l'interopérabilité aussi pour l'archivage. Si vous confiez l'archivage pendant 10, 20 ans, 30 ans à un prestataire, vous vous dites que peut-être à un moment, il va falloir le porter dans une autre solution. L'autre tendance forte, c'est le métier. Nous, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de santé, d'immobilier, de travail temporaire, c'est que les gens ont besoin de pouvoir injecter des processus métiers. On a démarré la démat en parlant du document et en transposant en fait le cycle de vie du document papier dans le monde numérique. Aujourd'hui, les gens veulent travailler une information, un processus métier. Le vrai gain, il est là, il est dans le métier. La conformité. Alors là, on parlait du mouvement de la réglementation qui est plutôt favorable au développement de la démat, mais d'un autre côté, elle crée à chaque fois aussi des exigences de conformité importantes. On a dit tout à l'heure que rapidement que y compris la facture dématérialisée par signature avait un petit peu évolué, puisque maintenant il faut un nouveau type de certificat pour signer ces factures. Donc les enjeux de conformité sont importants aussi. Les gens ne veulent pas être à défaut, surtout quand on parle des flux financiers ou de la facture. Il s'agit tout simplement de se retrouver en infraction et de ne pas pouvoir déduire la TVA sur les factures. Donc c'est pas rien comme type d'infraction. Et puis enfin, nous, la plus belle tendance, celle qu'on aime à développer en fait, c'est les bénéfices partagés. On n'a pas arrêté d'en parler. Il était très joliment dit collaboratif tout à l'heure. Nous, on parle de partage. La tendance, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus d'une dématérialisation unilatérale, d'une dématérialisation imposée. Ils veulent que les bénéfices soient partagés. Moi, si je dématérialise ma facture et que j'économise le papier, le timbre, et que maintenant c'est mon client qui, lui, doit la réimprimer, la ressaisir, cette dématérialisation, elle ne marche pas. La tendance, c'est de lui dire, je dématérialise la facture, j'en profite pour te préparer un fichier qui, à toi aussi, va pouvoir t'être utile pour le mettre dans ton ERP, dans ta comptabilité. Et donc, tu vas aussi gagner du temps dans le traitement de la facture électronique que je t'envoie. Je vais peut-être te régler ton enjeu d'archivage. Je vais t'offrir un système d'archivage pour que tu ne sois pas pénalisé par ça. Et donc voilà, c'est ça le partage. Je crois que c'est ça la grande tendance. Oui à la démat, mais pas la dématérialisation cynique, la dématérialisation à bénéfice partagé. C'est un beau mot de la fin. Et puis moi, je suis d'accord pour essayer l'autofacturation sur les plateformes de Numen. Bon, alors maintenant, la parole est à la salle. Une question, Louise ? 10 minutes ? J'ai 26, 27. Ah oui, bon. Donc, pas de questions, tant pis. Écoutez, on est juste devant l'entrée, donc n'hésitez pas. Vous pouvez contacter M. Mandiela et Mme Chupin-Peresson. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.